Très bien. Donc, je suis enchanté de vous accueillir dans ce webinaire consacré aux problématiques de traçabilité qui nous sont imposées par les nouvelles réglementations. Et tout ça dans un contexte IBMI. Nous avons l'immense privilège d'accueillir Maître Julie, qui est spécialiste de ces nouvelles réglementations et qui va notamment nous indiquer si nous sommes contraints par ces réglementations et en quoi la traçabilité est un élément important, voire même essentiel de ces réglementations. Alors, vous êtes quand même assez nombreux. On va essayer de répondre à toutes les questions que vous pourrez poser dans le chat. Vos micros sont coupés. On y répondra à la fin, je sais par expérience, pour avoir déjà animé des séminaires avec Maître Joly, il y a beaucoup de questions. Donc, on y répondra à la fin. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on pourra continuer à échanger par mail ou par téléphone à la suite. Normalement, vous devriez avoir nos coordonnées et vous avez au moins les coordonnées de Maître Joly et de moi-même, mais vous aviez aussi les coordonnées de Norman Kahn qui a communiqué avec vous pour vous donner l'adresse du Teams, les coordonnées du Teams en général. Bien, dans une première partie, donc on a dit Maître Joly va nous parler de réglementation et de traçabilité dans un contexte général. Et je parlerai ensuite des problématiques de traçabilité dans un contexte IBMI et on verra comment notre logiciel strict répond à ces problématiques. Donc, je m'appelle Dominique Gate. Bon, une bonne partie d'entre vous connaissent, je le sais, puisque je sévis dans le monde de l'IBMI, j'allais dire de la S400. J'ai le droit de dire AS400, puisque j'en fais depuis bien longtemps, j'ose pas dire combien d'années. Et je suis notamment expert dans les problématiques de sécurité et de développement complexe dans ces environnements. Alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai le prix Nobel IBMI, hein, puisque quand on fait de l'IBMI, la plus haute distinction qu'on peut avoir, eh bien, c'est d'être reconnu IBM champion par IBM. Voilà, donc je suis IBM champion depuis X années, j'ai mis le bac 2023. Ça fait plusieurs années que je le suis et j'ai le droit de porter cette veste bleue. Je sais que vous me la jalousez, mais il y a a priori que moi qui ai le droit de la porter. Alors, iGetit, c'est une société que j'ai créée il y a quelques années avec l'idée de faire un focus sur la sécurité des IBM. J'ai pratiqué plus de 350 audits de partition IBMI. Donc, je commence à avoir une bonne vision du niveau de sécurité des IBMI et je me rends compte que il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. J'allais dire que le niveau de sécurité est catastrophique, mais c'est à peu près ça. Et donc, on édite au sein d'IDEPIC des logiciels, notamment ADI, pour fonctionner dans un cadre de SSO avec un Active Directory bien IBM, et puis Strict pour la sécurité et la traçabilité, dont on va reparler un petit peu plus loin. Alors, on est très fiers de dire que on a été reconnu France 2030. Vous savez que c'est notre président qui a mis ça en place pour identifier les entreprises qui sont à la pointe en termes d'innovation et de recherche. Et on est très fiers d'avoir porté des projets AS400, je le dis exprès en utilisant le côté péjoratif du mot AS400, pour dire qu'on peut faire des projets innovants autour de la S400 et être reconnu par les pouvoirs publics pour notre recherche dans ce domaine. Je vais maintenant laisser la parole à Maître Joly. Je pense qu'il y a déjà pas mal de participants qui sont arrivés. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet.
Cathy Rosalie, vous pouvez, si vous voulez, partager votre écran, ça sera plus simple, ou vous préférez que ce soit moi qui passe les diapos? Oh, ben ça me convient que vous passiez les diapositives, Dominique. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Alors moi, je suis également docteur, mais en droit, et passionnée par toutes les questions informatiques et cybersécurité. J'ai hésité longtemps, parce que pour la petite histoire, j'ai commencé avec le ZX81, le Sinclair, hein, très jeune, donc sur sur l'informatique, à l'époque où on devait coder. Alors, malheureusement, je n'avais pas les compétences, hein, pour continuer, je pense, dans ces domaines-là, et je me suis orientée plutôt sur le droit. Mais l'informatique et les questions de cybersécurité ont toujours eu une place importante. Et j'ai eu la chance notamment de faire un Master 2, on appelle ça comme ça maintenant, en informatique et droit. Donc, ces sujets-là sont restés tout au long de mon parcours. Alors, ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'exerce en tant qu'avocat, évidemment sur les aspects cybersécurité, dématérialisation, et puis avec une vision européenne et internationale à travers mon parcours, et notamment au sein du cabinet Burn Bird. Et, euh, et également une approche sectorielle liée au secteur bancaire et financier, puisque les enjeux de cybersécurité et des systèmes d'information sont prégnants dans ce secteur-là, comme c'est le cas, par exemple, en santé, avec des réglementations complémentaires qui viennent s'additionner aux réglementations cybersécurité. Alors, quand on parle de cybersécurité, on pense évidemment au règlement sur les données personnelles. Ça a été un des premiers textes transversaux, global, applicables au niveau européen et via un règlement, donc avec une harmonisation maximale qui ne nécessitait pas de transposition nationale, qui va être complété. Donc, on avait Nice 1 et maintenant on a Nice 2. Donc là, c'est une réglementation de la même manière qui est globale en matière de cybersécurité, où on a de nouveaux secteurs qui sont concernés, et la directive donc Nice 2 aborde tous les aspects applicables à la mise en œuvre de la protection, de la détection des systèmes d'information. Et puis nous avons le règlement DORA qui, lui, est un texte sectoriel spécifique au secteur bancaire, financier, assurantiel, qui s'applique donc à tous ces acteurs. Alors tout d'abord, la directive Nice 2, je le disais, donc c'est une directive, une grande évolution, puisque on avait déjà une directive dite Nice 1 en matière de cybersécurité, mais qui ne concernait que certains secteurs spécifiques que vous voyez sur la diapositive entourée en jaune. Euh, et le champ d'application de la directive a été élargi pour inclure d'autres secteurs, notamment les secteurs des technologies de l'information et de la communication, les secteurs postaux, la gestion des déchets, tous les fournisseurs numériques, les administrations publiques, les industries manufacturières. Donc un champ élargi à 18 secteurs, donc extrêmement important. Et au sein de ces 18 secteurs, il y a une classification en raison du niveau de risque lié à ces secteurs, donc des secteurs hautement critiques donc qui vont être qualifiés d'essentiels. Et si vous pouvez revenir juste sur la diapositive précédente, donc les secteurs hautement critiques et les autres secteurs qui sont critiques, mais qui n'emportent pas les mêmes enjeux au niveau euh, de la continuité et de la sécurité nationale. Hein, donc c'est ça déjà les deux grands secteurs, critiques et hautement critiques. Donc maintenant, on peut faire un focus plus spécifique à Nice 2, donc avec les entités
essentielles et les entités importantes. Donc là aussi, on a une classification. Donc, pas dans les secteurs hautement critiques, on va être qualifié d'entité essentielle lorsqu'effectivement il y a des enjeux systémiques extrêmement importants qui impliquent donc de respecter des exigences réglementaires renforcées. Les autres secteurs et les autres entités, donc de taille plus petite, moyennes entreprises, vont, elles, être classifiées d'entités importantes, avec toutefois des régimes spécifiques pour certains corps de métier qui sont par définition, indépendamment de la taille de la structure, de chiffre d'affaires de l'entité, qui sont par défaut qualifiés d'essentiels parce qu'ils présentent un risque particulier important pour la société, donc notamment tout ce qui est prestataire de services de confiance. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, ces entités-là seront qualifiées d'essentielles par application de la réglementation. De la même manière, tout ce qui est registre des noms de domaine, les fournisseurs de réseaux de communication électronique publique, les fournisseurs de communication électronique, donc là, vont être qualifiés d'essentiels lorsque l'entreprise est une entreprise qui, par application des critères de nombre d'employés, de chiffre d'affaires, est une entreprise intermédiaire, grande ou moyenne. Les micro et petites entreprises de ces secteurs-là, par exception, étant qualifiées d'entités importantes. Alors, cette distinction, elle est essentielle puisqu'elle permet de définir le niveau d'exigence qu'il va être nécessaire de satisfaire en termes de cybersécurité. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, au-delà de ces critères d'application, qui permettent de déterminer dans quelle catégorie NIS2 une entreprise va relever, il y a d'autres critères qui sont pris en compte pour déterminer quelle va être l'autorité de supervision compétente. Donc, quelle est l'autorité vers laquelle on va devoir s'adresser pour les notifications, pour s'enregistrer, pour justifier de sa conformité. Donc, cette compétence de l'autorité, comme on l'a vu par exemple avec le règlement sur les données personnelles, pose des questionnements quand vous avez des entreprises qui sont implantées dans plusieurs États européens, puisqu'il va falloir déterminer une autorité référente par principe. Et donc, dans ce cadre-là, NIS2 définit un certain nombre de critères. Alors, pour certaines catégories, par exemple les fournisseurs de réseau, il y a une possibilité de compétences de supervision de plusieurs États membres. Donc là, on n'a pas une seule autorité référente, on va devoir référer à plusieurs autorités et les autorités seront compétentes par rapport en fait aux critères de fourniture du service. C'est parce qu'on fournit ces services dans ce pays-là que l'autorité de cet État membre devient compétente. Pour les acteurs du numérique, là, par contre, vous voyez, on va avoir des règles de compétences qui vont impliquer qu'il y ait une compétence d'un seul État membre. Donc, ça veut dire que on va déterminer un État membre, une autorité qui va être compétente pour les activités de ces acteurs-là dans l'ensemble des pays européens pour lesquels ils proposent le service. Donc, ils n'auront pas besoin et ils ne seront pas supervisés directement par les 26 autorités des différents États membres. Et pour déterminer quelle va être l'autorité compétente, il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte. Le lieu d'établissement principal de l'entité et également, par exemple, les critères pour déterminer à quel endroit les opérations de cybersécurité sont effectuées et à quel endroit il y a le plus de salariés de cette entreprise. Pourquoi? C'est pour avoir un contrôle efficient. Puisque les autorités peuvent se déplacer sur place pour avoir accès aux données de l'entreprise, à ses systèmes, au personnel. Et donc, effectivement, l'intérêt est de déterminer la localisation la plus efficiente pour la mise en œuvre du contrôle.
Pour les entités relevant de l'administration publique, ben, logiquement, effectivement, la compétence reviendra aux États membres d'établissement de ces entités. Donc, vous voyez un certain nombre de critères à chaque fois qui doivent être déterminés. Et pour la majorité des autres entreprises, évidemment, le critère d'établissement de l'entreprise, à savoir où elle a son exercice effectif, son installation stable, qui permettront de déterminer de quelle autorité elle relève. Donc, il y a un exercice quand même à effectuer pour les entités qui exercent dans plusieurs États. Alors, en plus de NIS 2, on a une réglementation sectorielle DORA sur la résilience opérationnelle qui est liée au secteur financier. Donc, le DORA, c'est un règlement qui ne nécessite pas de transposition nationale. Le texte principal, c'est le règlement, mais il est adossé également à une directive qui, elle, doit être transposée, qui vient adapter la terminologie et les références dans les autres réglementations. Est-ce que vous pouvez cliquer? Voilà. Donc, sur les entités concernées. Donc, quelles sont les entités qui doivent se conformer à DORA? Les entités financières, dans une appréciation extrêmement large, puisque ça va de la banque, établissement de crédit, au fintech, établissement de paiement, agrégateur de comptes, aux prestataires de cryptoactifs, à l'assurance, aux institutions de retraite. Donc, on voit 21 catégories d'entités financières qui sont concernées par DORA, les sociétés de gestion également. Et puis, il y a une autre catégorie qui est une nouvelle catégorie qui va être supervisée. Ce sont les prestataires tiers de services TIC critiques. Alors, les prestataires tiers de services TIC critiques, ça ne fait pas référence aux prestataires tiers qui interviennent sur des fonctions critiques dans le secteur bancaire et financier. Ça peut concerner ces entités-là, mais ce n'est pas cette catégorie. Ce à quoi il est fait référence là, ce sont les établissements qui sont fournisseurs de services TIC qui sont critiques sous un angle systémique pour l'ensemble du secteur financier. Donc, ce sont ceux qui, s'ils rencontraient un problème de résilience, donc s'ils ne pouvaient plus fournir le service à un moment donné, s'ils étaient bloqués, ça aurait des incidences extrêmement importantes sur l'ensemble du secteur financier. Donc, ça serait systémique. Donc, les grandes banques seraient touchées, par exemple, sur plusieurs États. Et donc, ceux-là, ils vont être désignés au niveau européen. C'est-à-dire que courant de l'année 2025, les autorités nationales, bancaires et financières, donc par exemple en France, l'AMF et la CPR, donc l'AMF pour la partie investissement, société de gestion, plateforme de cryptoactifs par exemple, et la CPR pour les établissements de crédit ou l'assurance par exemple, ont recueilli auprès de l'ensemble de leurs clients les registres d'externalisation et de services TIC. Donc, dans ces registres, les établissements financiers ont listé les prestataires TIC auxquels ils avaient recours. Et dans ces prestataires TIC auxquels ils avaient recours, certains vont se retrouver dans beaucoup de registres nationaux et lorsqu'ils sont remontés au niveau européen, il va pouvoir être déterminé quels sont les acteurs qui ont une place prépondérante et systémique au niveau européen et dont il est important de pouvoir suivre l'activité et sécuriser cette activité pour s'assurer que cela n'engendre pas un risque systémique global financier. Et donc, c'est le travail qui est en cours au niveau européen. Et au niveau européen, il va y avoir une liste d'établissements prestataires TIC, notamment de grandes plateformes, qui vont être déclarés comme étant des prestataires tiers de services TIC critiques. Ce que cela implique, c'est que ces prestataires TIC critiques seront au même titre
que les entreprises financières supervisées par le régulateur financier. Donc, par exemple, en France, la CPR et l'AMF. Mais à côté de ces prestataires TIC critiques, vous avez tous les autres prestataires de services TIC qui sont concernés par DORA. Mais ceux-là ne sont pas supervisés et contrôlés par les autorités de régulation. Ils sont concernés par DORA de manière indirecte parce qu'ils fournissent des services à des établissements relevant du secteur financier. Et donc, comme ils fournissent des services aux acteurs du secteur financier, ils doivent se conformer aux exigences de DORA pour être autorisés à contractualiser avec les établissements financiers. Parmi les services TIC listés, et donc ceux qui ont été reportés notamment dans le registre dont j'ai évoqué tout à l'heure l'utilisation, vous avez beaucoup de services. Hein, évidemment, on va retrouver tout ce qui est les fournitures de SaaS, PaaS, IaaS, mais pas uniquement. Il y a certains services télécoms qui vont être concernés, d'autres de télécommunications analogiques, par exemple, qui, eux, sont exclus. Vous avez évidemment tout ce qui est lié à l'analyse des données qui va être concerné. Tout ce qui est lié au développement, au software design. Donc, il y a toute une liste, vous voyez, 19 services qui sont qualifiés de services ICT, TIC, et qui donc font l'objet d'une catégorisation particulière. Et pour ces services-là, les établissements financiers doivent d'une part déterminer dans quelle catégorie rentrent leurs prestataires, leurs fournisseurs TIC, et ensuite déterminer le niveau de criticité spécifique des services qui sont fournis par ces prestataires. Donc on comprend que en matière de cybersécurité, sur la partie fourniture de services TIC et sécurisation des systèmes d'information, vous allez avoir des situations dans lesquelles un fournisseur ICT va devoir se conformer évidemment à NIS2, mais en plus aux exigences de DORA concernant les services qu'il fournit à ses clients du secteur bancaire et financier. Le règlement DORA, c'est un règlement sur la résilience spécifiquement, donc ce n'est pas tous les aspects de la cybersécurité, c'est vraiment lié à la résilience des systèmes d'information qui s'articule autour de 5 piliers principaux. La gestion des risques informatiques, donc qui impose des exigences en matière de gouvernance, d'organisation, de détection et de réponse et rétablissement aux incidents. Donc pour la détection, on retrouve l'aspect traçabilité, évidemment, de suivi, de monitoring, la gestion, la classification des incidents et leur notification. Donc là aussi, la traçabilité est importante parce que ça permet de donner aussi du contexte aux éléments qui auront été détectés, à les classifier en termes de risque et donc à avoir des notifications qui soient les plus complètes possibles. Également d'autres aspects de tests de résilience des systèmes qui doivent être mis en place. Un focus particulier sur la gestion des risques liés aux tiers prestataires de services informatiques. Donc là, ce sont les fournisseurs de solutions. Donc il faut assurer la même supervision, le même contrôle, les mêmes capacités de notification, les mêmes capacités de détection que la brique TIC soit en interne ou que l'on ait recours à un prestataire TIC externe. Et puis des obligations de partage d'informations pour améliorer la lutte contre les cybermenaces au niveau national et européen. NIS2 a un scope plus large, même si les principes restent similaires. Hein. Dans les 10 mesures phares de gestion, évidemment, la question de la gouvernance de la cybersécurité, là aussi, se pose, donc d'identifier, de mettre en place les politiques adaptées et d'identifier les personnes en charge de la gouvernance de cette cybersécurité, la gestion des incidents, donc là encore, traçabilité,
hein, importante pour la notification, la détection des cybermenaces, la continuité des activités, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est également un point similaire à ce que l'on a vu sur Dora en termes d'externalisation de recours à des tiers, des obligations de sensibilisation, de formation, d'évaluation des risques, tout ce qui est gestion des communications d'urgence. Et évidemment, donc, au cœur de tout ça, le point central, ça reste à chaque fois la traçabilité et la détection. Et quand on parle de traçabilité et de détection, on fait nécessairement référence au SOC et au SIEM, donc en termes d'organisation de la détection des cybermenaces pour assurer une surveillance continue de l'ensemble des systèmes en interne et en externe, de détection des comportements anormaux et de réponse aux incidents. Donc, il est important de collecter des informations sur l'ensemble des systèmes d'information euh, et pour pouvoir ensuite, évidemment, gérer ces incidents, remonter les alertes et satisfaire les obligations de notification de ces incidents à l'ANSSI et à la CPR et à l'AMF en France lorsque ça relève de DORA. Donc, vous voyez, il est important d'avoir mis en place les procédures et les outils nécessaires pour pouvoir détecter l'ensemble des menaces, des incidents, tracer les événements sur l'ensemble des systèmes d'information, tous systèmes confondus, d'où en ce compris l'IBMI qui nous occupe aujourd'hui. Ça fait partie d'autant plus lorsque ce système est au cœur d'un élément critique du système d'information d'un établissement soumis à NIS 2 et ou à DORA. Je le disais, le règlement DORA, donc c'est un règlement, donc il est applicable depuis le 17 janvier 2025. Ça veut dire qu'on devrait déjà aujourd'hui, dans les banques, les assurances, les mutuelles, dans l'ensemble des établissements du secteur financier, avoir mis en place tous ces systèmes de traçabilité, de supervision, avoir commencé à notifier tous les incidents majeurs qui sont détectés, mis en place la contractualisation et l'ensemble des exigences du règlement DORA. Alors, comme on l'a vu avec le règlement données personnelles, bien sûr que tout n'est pas mis en place encore aujourd'hui, eu égard à la lourdeur du process à mettre en place, évidemment, les autorités accompagnent en fait cette mise en conformité. Et donc, nous sommes aujourd'hui occupés à cette mise en conformité. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, évidemment avec des points qui doivent être priorisés, des points qui vont être priorisés en fonction de la criticité. Bon, par exemple, la notification des incidents, c'est un élément critique. C'est une des premières choses à mettre en place, être en mesure de détecter et de notifier les incidents de cybersécurité. D'autres aspects, par exemple sur la contractualisation, la mise en conformité des contrats, peuvent prendre un petit peu plus de temps. Mais donc, il y a un travail à faire en amont pour la criticité et ce qui peut être déployé et mis en place rapidement et facilement. Parce que tout ce qui peut être mis en place facilement, vous serez plus en difficulté de justifier pourquoi vous ne l'avez pas fait avant en cas de contrôle. Si on vient vous voir à la fin de l'année ou l'année prochaine, tout ce qui était facile à mettre en place, pourquoi ça n'a pas été mis en place au sein de l'établissement? Là, c'est une difficulté, évidemment. Donc, il faut analyser et bien cartographier et définir en fait son plan de mise en conformité pour mettre en place ce qui peut être mis en place rapidement, facilement et cibler également ce qui est critique. Ce sont un peu les deux voies d'approche
pour se mettre en conformité. Alors, il faut savoir également qu'en plus des établissements qui sont directement visés dans le règlement DORA, vous avez une possibilité qui est accordée aux États membres d'étendre le champ d'application de ces exigences à d'autres acteurs du secteur bancaire et financier. C'est le choix qui a été fait en France et donc qui est intégré dans le cadre du projet de loi Résilience qui transpose la directive NIS 2, donc qui adopte également des dispositions spécifiques pour DORA, avec donc prise en compte des spécificités nationales, notamment le fait que la réglementation bancaire française s'applique également à Monaco. Donc les établissements monégasques rentreront également dans le champ d'application de la réglementation DORA. Également, la spécificité des sociétés de financement, qui est une forme de société spécifique en France dans le secteur bancaire et financier, qui rentrera dans le champ d'application de DORA. Donc, ces acteurs-là ne sont pas encore soumis à DORA par le règlement, puisque ça va relever du projet de loi Résilience. Tous les autres acteurs sont soumis depuis le 17 janvier 2025 à DORA et doivent donc se mettre en conformité avec ces exigences. Concernant NIS 2, donc j'évoquais que NIS 2 est en cours de transposition avec le projet de loi Résilience en France. NIS 2 aurait dû être transposé en droit national l'année dernière, donc nous avons plus d'1 an de retard maintenant. La dernière évolution, donc, c'était l'adoption en commission de l'Assemblée nationale du projet de loi Résilience le 10 septembre. On devrait avoir une transposition en France finalisée à la fin de l'année ou début de l'année prochaine concernant NIS 2. Mais attention, s'agissant d'un texte européen, NIS 2 est déjà transposé dans un certain nombre d'autres pays, notamment en Belgique et en Italie, ce qui veut dire que lorsqu'on a des sociétés qui opèrent sur plusieurs pays européens, elles sont peut-être déjà soumises à NIS 2 dans d'autres États européens et donc devraient déjà s'être conformées à NIS 2. Donc ce n'est pas parce que le texte n'a pas été transposé en France que NIS 2 n'est pas applicable à ces entreprises et ce d'autant plus que la mise en conformité prend un certain temps. Donc, il est important déjà d'anticiper et de se mettre en conformité de la même manière que j'évoquais tout à l'heure sur la priorisation des mesures à mettre en place. Eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un gap analysis de qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a et comment on le structure dans le temps pour se mettre en conformité. Et déterminer également de quelle autorité on va relever en fonction de la nature des services. On peut passer sur la slide suivante. En termes de traçabilité, puisque c'est le sujet particulier qui nous intéresse aujourd'hui, il faut noter que la traçabilité des événements et la notification des incidents est un élément central en matière de lutte contre la cybersécurité, les cybermenaces et la résilience, qui explique que l'on a des délais de notification extrêmement raccourcis. Donc les notifications des violations des données personnelles, vous connaissez, avec le règlement sur les données personnelles, on avait un délai à 72 heures, une notification à la CNIL. Avec NIS 2, vous avez des délais également qui sont prévus, donc qui vont concerner les incidents importants. Donc là, on n'est pas limité aux incidents qui portent sur des données personnelles, donc tout type de données peut être concerné avec différents types d'incidents. Et là, vous avez une obligation d'une notification initiale dans les 24 heures après détection de l'incident. Donc, c'est un délai déjà contraint, hein, beaucoup plus court, et cette fois-ci, une notification à l'ANSSI.
Et puis avec DORA, vous allez avoir aussi des notifications. Et là, on va avoir un premier délai de notification qui est encore plus court, puisqu'on a une notification à 4 heures après la classification de l'incident comme incident majeur. Et donc, pour pouvoir le classifier, cet incident majeur, il faut avoir les informations, la détection des informations le plus tôt possible. Donc c'est pour ça que le monitoring, la traçabilité, la détection des événements et leur classification est centrale. Donc vous allez être confronté à des situations dans lesquelles il va falloir effectuer des notifications à la CNIL, des notifications à la CPR ou à l'AMF, suivant le secteur bancaire et financier auquel vous relevez, et potentiellement à l'ANSSI pour les prestataires TIC, avec des sanctions à la clé. Comme pour le règlement sur les données personnelles, où on avait effectivement des sanctions en termes de chiffre d'affaires, vous voyez que NIS 2 prévoit également ce type de sanctions, hein, avec des pourcentages de 2% de chiffre d'affaires mondial et ou 10 millions d'euros d'amende. Pour les notifications DORA, vous avez déjà, il ne faut pas l'oublier, pour les acteurs du secteur bancaire et financier, un premier type de sanction qui est réglementaire, lié à leur licence, lié à leur autorisation de fournir des services bancaires et financiers. Donc, c'est des incidences extrêmement importantes, avec des risques de sanctions pénales et administratives, et des possibilités de condamnation avec astreinte représentatif de pourcentage de chiffre d'affaires. Donc des sanctions qui viennent illustrer l'importance de ces enjeux de cybersécurité et de mise en conformité aujourd'hui. Autre évolution également, c'est lié à la responsabilisation des organes de direction en matière de cybersécurité, puisqu'effectivement, une des évolutions de NIS 2, c'est bien de prévoir que ce sont les organes de direction des entités essentielles ou importantes qui sont responsables de la bonne gestion du risque cyber au sein de leurs entités. Donc, ils doivent s'assurer et approuver les mesures de gestion du risque cyber qui a été mis en place. Ils doivent superviser sa mise en œuvre. Donc, il ne suffit pas d'avoir rédigé des politiques, souscrit à des outils. Il faut s'assurer effectivement que la mise en œuvre opérationnelle est effective, qu'on collecte, qu'on traite, qu'on documente, qu'on notifie. Également, la formation est un point clé, s'assurer que tout le monde a une connaissance suffisante et le non-respect de ces dispositions pourra avoir un engagement de la responsabilité des organes de direction si elles n'ont pas mis en place les mesures suffisantes. Et le référentiel euh, euh, de NIS 2 prévoit en matière de gouvernance, effectivement, donc de manière explicite, que cela signifie que les entreprises doivent mettre à disposition les ressources techniques, humaines et financières suffisantes, adéquates, adaptées aux risques cyber. Hein. Donc, c'est aussi un élément en cas de contrôle qui sera vérifié. Donc, est-ce qu'on s'est doté des outils adéquats pour lutter contre la cybersécurité? Et là encore, je renvoie à Dominique sur les spécificités de l'IBMI. Donc, comment on a justifié qu'on a bien inclus ces systèmes-là, qu'on les supervise dans le système global qui est mis en place, les ressources financières, les équipes, est-ce qu'on a recruté les profils, est-ce qu'on a en interne les profils adéquats en matière de cybersécurité? Est-ce que le budget cybersécurité alloué est cohérent avec la réalité du risque au sein de l'entité? Donc, vous le voyez, des exigences
nombreuses, mais qui sont cohérentes les unes avec les autres, puisqu'on a vraiment cet aspect suivi, détection, traçabilité, gouvernance qui sont absolument clés. Et dans ce cadre-là, donc, en tant qu'avocat, effectivement, c'est aussi d'aider justement à gérer et identifier ce risque cyber et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour déployer les processus au global et contractualiser avec les partenaires adéquats pour s'assurer une conformité à NIS2 et à DORA. Avec une particularité, c'est que dans ce secteur-là, vous avez dans ces réglementations, il y a aussi une approche proportionnée du risque cyber, donc que l'on peut prendre en compte, qui peut venir alléger certaines dispositions, mais ce qui est lié à la traçabilité étant central, ce n'est pas le domaine sur lequel on va alléger les exigences, hein. Ça va être sur d'autres aspects de la cybersécurité et de la résilience. Merci beaucoup. Et, euh, je reprends la parole, oui, vous devez m'entendre. Mais écoutez, je vous remercie parce que c'était très clair. C'est pas très simple de résumer en si peu de temps, et vous allez respecter les délais, de résumer ces deux réglementations. Si je dois retenir quelque chose, c'est que la traçabilité est quand même un élément indispensable pour ces deux réglementations, que ce soit NIS2 ou DORA. Et donc, on va voir comment ça peut se passer dans nos environnements IBMI. Bon, l'IBMI est une machine très bavarde pour qui sait l'écouter. C'est-à-dire qu'il peut produire ou il produit une énorme quantité de données de traçabilité, euh, mais c'est pas toujours simple à retrouver. Il va générer des logs, il va générer des spools, il va générer des messages, il va générer des fichiers. Donc c'est pas toujours très simple de les retrouver. C'est même pas toujours très simple de les lire parce qu'il y a des informations qui sont pas visibles directement. Il faut passer par des étapes de programmation. J'ai mis du décryptage parce que c'est quasiment ça pour aller voir en clair les informations qui nous intéressent. Et en plus, c'est pas toujours très simple à configurer. Euh, Donc, on se rend compte que c'est rarement mis en place côté IBMI. Ou alors accidentellement, quand je dis accidentellement, ceux qui ont mis en place de la réplication logicielle avec des Mimix, QuickDD ou autres, ont mis en place de la traçabilité, mais qui n'est pas exploitée, tout du moins pas exploitée, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. C'est rarement conservé de manière structurée. Euh, Quand je dis que c'est rarement conservé de manière structurée, c'est pas parce que vous avez un récepteur de journal que vous allez pouvoir facilement extraire les informations de traçabilité qui sont à l'intérieur. Vous n'allez pas pouvoir faire un SQL, vous n'allez pas pouvoir très simplement essayer de comprendre ou de faire de la corrélation entre différents événements. Et souvent, quand on a besoin d'informations les plus disponibles, eh bien, le récepteur du journal a été supprimé, le fichier spool a été supprimé, etc. Donc ça, c'est aussi problématique. Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup de place sur les disques de vos IBMI et que donc vous voulez pas garder des informations qui, a priori, sont pas intéressantes pour vous. Elles sont pas intéressantes jusqu'au jour où vous avez besoin de cette fameuse traçabilité. Mais on l'a bien vu en écoutant Maître Joly, la traçabilité est indispensable pour répondre aux besoins des réglementations qui s'imposent à nous, mais aussi pour maîtriser son système. Et dans mes nombreux audits de sécurité, hein, je vous ai dit que
j'avais dépassé les 350 partitions, je me rends compte que, en général, l'équipe d'exploitation maîtrise assez mal ce qui se passe sur son IBMI. Je veux pour exemple qu'on ne sait pas qui vient se connecter la nuit sur la machine, ou on ne sait pas toujours complètement. Il y a des systèmes distants qui viennent, qui se connectent et qui récupèrent de l'information. Alors, c'est tout à fait normal, il faut alimenter ce qu'on appelle des data warehouses, il faut communiquer de l'information à des partenaires, à la maison mère, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'on vienne chercher ces informations dans l'IBMI, mais l'équipe d'exploitation, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc, c'est important pour moi de maîtriser le système et le seul moyen, c'est d'avoir de la traçabilité. Donc, j'avais un rêve, certains diraient un fantasme, de mettre en place un logiciel qui permette d'avoir une traçabilité efficace et qu'on va pouvoir garder dans le temps. Et c'est de là qu'est née l'idée de Strict. Donc Strict est un logiciel qui dispose d'un certain nombre de sondes qui ont pour objectif de récupérer des données très variées dans l'IBMI. Je vous ai dit qu'il y avait des tas de possibilités, donc nos sondes vont chercher de l'information dans un grand nombre d'endroits. Et ce qui est important, c'est que pour chaque événement sur lequel on récupère de l'information, on va faire passer notre système expert qui a pour objectif de définir le niveau de risque que cet événement fait encourir à l'IBMI et même d'une manière générale au réseau complet. Dans certains de nos clients, pour certains de nos clients, on a détecté des événements dangereux qui effectivement se sont révélés comme très critiques. On les a détectés avant que les logiciels Windows, Linux qui gèrent le réseau, et pourtant qui avaient été achetés par millions d'euros, avant que ces logiciels détectent des événements. Donc on est très fiers de notre système expert et de la manière dont il détecte ou affecte le niveau de risque à chacun de ces événements. On verra tout à l'heure notamment comment on nourrit ce système expert. Tout ça, ça tourne dans l'IBMI. Et on a bien entendu qu'on ne pouvait pas, dans les IBMI, stocker de l'information en quantité importante. Donc, on a choisi de déporter toutes ces informations dans ce qu'on appelle un dispatcher. C'est généralement un serveur Windows, un serveur Linux, qui va pouvoir disposer d'un espace disque important. Et on va donc stocker dans un puits de données local à ce dispatcher ces informations. Alors, elles ne prennent pas beaucoup de place parce qu'elles sont stockées au format texte, contrairement, par exemple, aux récepteurs de journal dans l'IBMI qui prennent beaucoup de place. Donc là, on stocke que l'information qui est importante. On aura enlevé les faux positifs au passage et on va les stocker sous forme de texte. Et ce qui est important, c'est qu'on va disposer d'une interface graphique pour gérer ces événements, pour faire de la corrélation, etc. Donc ça, c'est notre partie dispatcher qui va en plus pouvoir déclencher des alertes si le seuil de niveau de risque a été atteint. Donc on s'aperçoit que ce produit strict est un SIEM à part entière, c'est-à-dire, Maître Joly nous en a parlé tout à l'heure, mais un SIEM, ça permet de détecter les événements, de définir le niveau de risque, de le stocker pour avoir des archives sur de la durée et qui dispose d'une interface graphique pour pouvoir faire de l'interrogation. Avec de la remontée d'alerte, bien sûr. C'est exactement ce que propose Strict. Donc, Strict est un
SIEM à part entière pour l'IBMI. Mais certaines entreprises ont déjà un SIEM externe. Donc, dans ce cas-là, on est capable de renvoyer les informations essentielles au SIEM et éventuellement au SOC. Alors, le SOC est derrière le SIEM où il a son propre protocole de communication, ses propres outils avec lesquels on parle, par exemple, en syslog. Donc, on va pouvoir remonter ces informations acquis de droit pour qu'ils puissent les exploiter. Ce qui est intéressant, c'est que le puits de données, il reste dans l'environnement IBMI et l'administrateur IBMI peut continuer à voir ces informations qui sont dans le puits de données, à faire de la corrélation, alors que tout ce qui part dans le SIEM, en général, ça lui échappe, puisque c'est géré souvent au niveau du siège par des équipes spécifiques auxquelles l'administrateur IBMI n'a pas accès, bien sûr. Si jamais vous êtes dans un environnement complexe avec X partitions IBMI, on va pouvoir disposer d'un seul dispatcher, un seul puits de données qui va récupérer des informations de X partitions IBMI. Donc voilà l'architecture de Strict. Dans les sondes disponibles, alors je ne vais pas les détailler, mais celles qui me paraissent importantes, c'est ce qui est erreur de mot de passe, parce que ça peut être soit pas très grave, quelqu'un qui revient d'une absence un peu longue, il a peut-être oublié son mot de passe, donc on va pas appeler la police pour ça. Ou dans certains cas, c'est gravissime, on en verra quelques exemples tout à l'heure avec Strict hein, sur notre puits de données. Les tentatives de violation d'accès, c'est le fait de savoir que quelqu'un essaye d'accéder à un objet alors qu'il n'y a pas droit. Voilà. Et on a sauvé la mise à une banque importante la semaine dernière parce qu'il y avait des logiciels qui marchaient pas, on savait pas pourquoi. Et Strict nous a permis de savoir qu'il y avait des tentatives de violation d'accès. Et on a pu comprendre grâce à ça tout de suite où était le problème. Voilà, donc on a X dizaines de sondes qui sont disponibles, notamment tout ce qui est point d'exit pour savoir qui rentre dans l'IBMI avec du FTP, du SQL ou du DBC ou autre. Hein. Ceux qui font un peu de technique me comprennent, mais ça permet de savoir qui vient dans l'IBMI pour chercher ou déposer de l'information de manière régulière. Autre chose ici intéressante, c'est la sonde qu'on appelle Legacy. Hein. Par exemple, vous avez la colonne des IBAN dans une table et vous voudriez bien savoir qui vient modifier cette colonne des IBAN. Alors, vous allez me dire, ouais, mais mon logiciel métier trace ça. Oui, il trace ça si c'est fait avec le logiciel métier. Mais si c'est fait en dehors, notamment avec des accès directs ou des BCJ-DBC, où il y a d'autres manières de modifier les informations de la base de données directement. Vos logiciels métiers ne le voient pas. Nous traçons tout ça. Ça, c'est essentiel et vous comprenez bien qu'en termes de sécurité, c'est vital parce que si vous avez une fuite de données, par exemple, vous retrouvez tous les IBAN de vos clients sur le dark web, il va falloir que vous compreniez d'où ça vient. Et là, l'organisme de contrôle va vous dire, OK, vous avez fait une déclaration, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte? Et pas de traçabilité, est incapable de dire ce qui s'est passé. Avec la traçabilité, vous allez dire, ah ben oui, il y a telle machine, telle adresse IP, tel jour avec tel protocole, il a fait un select étoile du fichier client. Ça, c'est déjà un bon élément côté traçabilité. Voilà, très bien. Ça, c'est ma machine sur laquelle je vais me connecter. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les sondes, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment marche notre système expert. Il est notamment nourri par notre pot de miel. Notre pot de miel, c'est une machine qu'on a mis en permanence sur Internet sans aucune protection. Cette machine, c'est un IBMI, hein, donc pas de pare-feu, et il prend jusqu'à 100 000 attaques par jour
Notre IBMI est toujours là, donc ce qui veut dire que un IBMI, c'est résilient, hein, il est capable de supporter un nombre d'attaques importantes. C'est une configuration standard, tout du moins c'est la configuration qu'on préconise dans nos clients. Donc ça veut dire que peut-être elle est pas trop mauvaise, cette configuration. Et ça veut dire que notre logiciel strict est résilient, puisque malgré les attaques, hein, il est capable de fournir de la traçabilité en, en permanence. Alors, je vais très rapidement vous montrer la configuration. Donc ça, c'est pas l'essentiel, c'est pour vous montrer que toute configuration est faite en graphique. Hein. Donc ceux qui connaissent l'IBMI savent qu'il y a des écrans verts. Nous, on travaille à 100% en graphique. Désolé pour les fanats de l'écran vert. Alors, j'ai ça, et de l'autre côté, je vais m'assurer, voilà, que mon puits de données fonctionne bien. Voilà. Donc, les erreurs de communication, c'est notre machine de développement. Et la configuration des sons, vous voyez, tout est fait en graphique directement. J'ai notamment une partie qui s'appelle les exceptions. C'est pour gérer les faux positifs. Bien, je vais aller voir le récepteur de journal. Normalement, j'ai un certain nombre d'attaques dans la journée. Voilà. Alors, mais j'ai pas pris la bonne sonde. Enfin, c'est pas très grave. Mais je liste ici. J'ai pris une autre sonde. Peut-être je vais revenir quand même à la liste de mes événements. Voilà, c'est cette sonde ici qui m'intéresse. Voilà, je vais une nouvelle exception. Je vais aller voir toutes les tentatives d'intrusion que j'ai eues depuis ce matin. Et parfois, on a des faux positifs, c'est-à-dire qu'on a un serveur, chez nous, un serveur Windows qui accède à l'IBMI toutes les minutes. Et on a ce qu'on appelle l'IDS, hein, la détection de tentatives d'intrusion dans l'IBMI qui peut se déclencher. Et là, vous pouvez dire, ah ben, cette machine, c'est bon, elle est à nous. Et tout ce qui vient de cette machine, quel que soit le port, et quel que soit le type d'attaque, c'est bon. Voilà comment très simplement on peut désactiver des faux positifs avec notre logiciel strict. C'est pour vous montrer que on a essayé vraiment de faire au plus simple pour la configuration. Donc vous avez compris, tout en graphique. Euh, et tout ça, c'est fait de manière très simple. Alors, je voudrais maintenant vous montrer l'interface de restitution. Donc, elle est bâtie sur Grafana, hein, qui est un des standards graphiques, donc simple à configurer pour ceux qui connaissent. Donc, vous voyez que notre pot de miel, là, il compte 4 millions de tentatives de violation de mot de passe. Le 16 septembre, ben, il y a eu 23 000 attaques dans la journée. Hein, c'était pas les 100 000, mais voilà, vous voyez que on a des attaques régulièrement. On a eu à 11h34 encore une tentative d'accès. Donc, si on regarde la donnée brute, hein, vous voyez, notre système expert, il nous a dit, là, c'est un risque très élevé. Le profil utilisateur root a essayé de se connecter avec un mauvais mot de passe et il n'existe pas dans l'IBMI et il a un niveau de risque très élevé. On va aller voir pourquoi après. Alors, ce qui est intéressant, c'est on va piquer l'adresse IP, là. Et puis, on va aller voir un peu celui qui nous a attaqué avec cette adresse IP, s'il a fait beaucoup de choses ou pas. Alors, lui, il a essayé de se connecter 15 fois avec un mauvais mot de passe. Alors, c'est intéressant. On va voir ici qu'il a essayé de se connecter. Alors, j'ai sauté le profil d'utilisateur. Je l'ai quelque part. Voilà, j'ai son adresse. Ah, voilà, le profil utilisateur, j'avais été un peu trop vite. Ben, il a essayé à toutes les fois de se connecter avec le profil route. Je peux voir qui c'était, enfin, où ça s'est passé. Ah, c'est quelqu'un qui était en Allemagne à Berlin. Alors, ça veut pas dire que physiquement le hacker était en Allemagne, hein. C'est peut-être quelqu'un de Corée du Nord qui a pris la main sur une machine allemande qui nous a attaqués.
Voilà. Alors, vous voyez qu'en termes de traçabilité, on a toute l'information dont on a besoin. Alors, ici, on a des portails qui sont totalement configurables, mais ça, c'est intéressant pour nous, pour le pot de miel. Vous voyez que 82% des attaques sont réalisées sur le profil route. Vous comprenez pourquoi nous, quand on voit route, euh, enfin, tout du moins notre système expert, il a tendance à dire que c'est des événements assez graves. Alors, j'aime bien ici pour FTP. Alors, ça, on le fait parce que c'est notre pot de miel, mais pour voir quels sont les mots de passe qui sont tapés avec les connexions FTP. Donc, vous voyez Anonymous, hein, vous voyez que le même mot de passe que le profil utilisateur, c'est fortement à déconseiller. Et dans mes audits, je dirais que sur les 350 partitions que j'ai auditées, il y en a plus de 300 où j'ai trouvé des profils qui ont un mot de passe identique au profil. Voilà. Donc, en termes de traçabilité, vous imaginez toute l'information qu'on peut avoir. Et notamment, on a une partie SQL qui nous permet d'explorer le code. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent comprendre un peu plus en avance ce qui s'est passé. Je vais voir, par exemple, je vais faire un select étoile from. Euh, alors, je voudrais voir ce qui s'est passé au niveau des requêtes SQL. Et je vois que j'ai une table SQL détail. OK. Et alors, je vais en prendre que 50, hein, parce que sinon, je vais en avoir des millions, des dizaines de millions. Voilà, je fais Run Query. Donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide. J'ai mes 50 là qui sont apparus. Et j'ai mon SQL qui est ici. J'ai les 50 SQL qui ont été exécutés en UDBC ou JDBC. Et ça, c'est très important en termes de traçabilité, parce que c'est là que vous allez voir que telle personne, donc son profil est ici, avec telle adresse IP, vous connaissez le poste de travail, s'est connecté et a redescendu la totalité de votre fichier client. Et donc, vous avez déjà une piste à explorer pour la fameuse fuite de données de votre fichier client qui s'est retrouvé dans le dark web. Donc ça, c'est important. Ou alors, vous voyez ici qu'il y a eu une mise à jour de l'IBAN directement en SQL. Et dans mes audits, je l'ai trouvé quelques fois où une personne de la comptabilité s'était amusée à modifier l'IBAN juste avant un virement et avait remis l'IBAN de cette manière. Le logiciel métier a rien vu. Dans la traçabilité du logiciel métier, vous avez 0. Donc, seule une traçabilité avancée de ce type vous permet d'avoir suffisamment d'informations pour être capable de répondre aux demandes de l'organisme de tutelle, CNIL, ANSSI, selon la réglementation qui s'impose à vous. Et puis ça, c'est important aussi dans le quotidien, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de comprendre ce qui se passe dans vos environnements, indépendamment des contrôles que vous pourriez avoir de la CNIL ou de l'ANSSI ou des déclarations que vous pourriez faire dans ces contextes-là. Donc ça, c'est important. Vous voyez, très bien. Ben, écoutez, on est pile dans les délais, on a même pu répondre à toutes les questions. Un immense merci à Maître Joly pour sa participation et la clarté de son exposé. Et à très bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt Merci. à tous.